Monsieur Hérault, vous avez la parole. Exprimez-vous maintenant. Je vous en prie, allez-y. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce matin, dans un grand journal réputé pour sa capacité à interpréter les désirs du chef de l'État, présentait l'accord Merkel-Sarkozy comme celui permettant de refonder l'Europe. Rien de moins. Permettez-moi simplement cette remarque. Si telle est son ambition, il est regrettable que le débat ne puisse pas avoir lieu dans des conditions normales. Il a fallu que je demande, au nom du groupe socialiste, radical et citoyen, que l'Assemblée nationale puisse vous entendre, Monsieur le Premier ministre, que nous puissions avoir un débat d'1 heure, ce qui est peu, pour pouvoir débattre d'une question aussi importante qui concerne l'avenir de la France et de l'Europe. Parce que je crois que les choix décisifs ne peuvent être pris sans consultation des représentants du peuple. C'est la leçon que chacun aurait dû tirer, quel qu'ait été son choix du référendum de 2005. Eh bien, ce vrai débat, nous le porterons dans le débat public pendant la campagne présidentielle et nous le ferons trancher par le peuple français. Vous disiez que ce sommet était le sommet de la dernière chance pour sauver l'euro. Mais comme les 23 précédents qui devaient tout résoudre, toujours trop peu, toujours trop tard. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne. Et voilà qu'aujourd'hui, pour faire face à l'urgence, on nous propose comme seule réponse un traité qui prendra de longs mois, peut-être 1 an minimum, et toujours plus d'austérité pour les peuples et toujours rien de concret contre les attaques des spéculateurs. Le couple franco-allemand, en effet, est devant une responsabilité historique. Dans ce tête-à-tête, la France devrait aujourd'hui infléchir la position des conservateurs allemands. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé hier à Paris. Madame Merkel refusait l'évolution du rôle de la Banque centrale européenne, elle l'a obtenue. Elle ne voulait pas des eurobonds, c'est M. Sarkozy qui dit que ce n'est plus une solution. La chancelière allemande voulait un nouveau traité budgétaire, il sera présenté en mars. Elle plaidait pour des sanctions automatiques, elles seront mises en place. Alors, la question essentielle, quel est le poids de la France aujourd'hui? Quel est son crédit? Pourquoi Nicolas Sarkozy est-il contraint de suivre Mme Merkel sans obtenir de véritables contreparties? Parce que M. Sarkozy s'est affranchi depuis le début de son mandat de la règle d'or des 3% du déficit posé par le traité de Maastricht. Parce que M. Sarkozy n'a pas davantage respecté l'article 34 de la Constitution qu'il a même fait voter en 2008 et qui fixe l'objectif d'équilibre des comptes. Au lieu de se désendetter la France, dès 2007, Monsieur le Premier ministre, vous aviez parlé de faillite. Il a préféré dilapider 75 milliards d'euros de cadeaux fiscaux au profit de quelques-uns et qui manquent dans les caisses de l'État. La vérité, c'est que cette gestion insensée a affaibli la France. Et quand on parle d'accord avec nos partenaires, quel est le signal adressé au marché? Y a-t-il un signal? Même pas. Une agence de notation cette nuit a lancé une alerte sur l'ensemble des pays de la zone euro, dont la France et l'Allemagne, en dépit du nouvel exercice d'autosatisfaction de M. Sarkozy. C'est maintenant la faiblesse générale de la croissance qui inquiète et l'indécision des responsables politiques de l'Europe après 23 sommets de la dernière chance. C'est la récession qui est à nos portes. Et la véritable règle d'or, c'est celle qui conjugue la stabilité budgétaire, l'élargissement de la solidarité et l'initiative de croissance. La discipline budgétaire, c'est un principe qui est partagé. Et François Hollande s'est engagé à atteindre l'objectif des 3% en 2013 et l'objectif d'équilibre en 2017. Mais l'austérité et les sanctions ne peuvent constituer l'avenir indépassable des peuples européens. Or, le traité que vous nous proposez conduit à mettre en place des règles automatiques de sanctions, privant toute appréciation et décision politique et démocratique, et cela est inacceptable. Oui, mes chers collègues, une autre voie est possible. J'ai été hier à Berlin avec François Hollande. Il n'est pas exact de dire
que les Allemands partagent tous votre vision conservatrice qu'il faudrait imposer à partir d'un directoire européen. Et j'ai eu la chance d'entendre un ancien chancelier, Helmut Schmidt, ce grand monsieur de 92 ans, qui a plus de lucidité que beaucoup de dirigeants actuels. Il est venu demander à ses amis de ne pas laisser l'Allemagne s'isoler derrière ses excédents budgétaires. Je l'ai entendu plaider pour la solidarité européenne, pour le financement de projets créateurs de croissance. Et je voudrais le citer parce que j'aimerais que sa voix grave, celle de la distance historique, parvienne jusqu'à vous. Celui qui croit que l'Europe pourrait retrouver la santé financière uniquement à travers des économies budgétaires devrait étudier à 2 fois les conséquences tragiques de la politique de déflation qui a provoqué une dépression économique, une extension insupportable du chômage et déclenché la chute de la première démocratie allemande. Mes chers collègues, une autre voie est possible. Et dans les échanges que nous avons eus avec les dirigeants européens du SPD, nous avons trouvé matière à convergences nombreuses. Oui aux euro-obligations, oui à une initiative de croissance européenne, oui à un budget financé pour partie par une taxe sur les transactions financières, oui à un fonds de stabilité financière mieux doté et sur le rôle de la Banque centrale européenne. Nous avons bénéficié d'une écoute attentive qui peut préfigurer l'ouverture d'une négociation équilibrée au service de la croissance et de l'emploi. Mes chers collègues, oui, une autre voie est possible. Qui peut croire que l'Europe doit se transformer désormais en simple agence de notation pour ses propres États? La croissance devrait être notre objectif prioritaire. L'Europe des coopérations industrielles, notamment dans la recherche et l'innovation. Dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, Jacques Delors a plaidé depuis des années pour une communauté européenne de l'environnement et de l'énergie. Oui, l'objectif de la transition énergétique, de réduire de 25% la part de nucléaire dans l'électricité, est le même pour la France et pour l'Allemagne. Voilà un champ formidable d'investissement et de création de millions d'emplois dans toute l'Europe si nous voulons réussir la transition énergétique. Mais l'Europe, c'est aussi l'Europe qui lutte contre la spéculation avec la taxe sur les transactions financières. Mais l'Europe, c'est aussi une Europe sociale, celle de la coopération qui permet, avec un salaire minimum dans chacun des États, de répondre aux inégalités sociales. C'est les standards en matière de santé, c'est les standards en matière d'éducation. C'est ça que nous voulons partager aussi avec les Européens. C'est ça qui va redonner de l'espoir et de la confiance aux peuples européens qui n'en peuvent plus des plans d'austérité et des plans d'austérité qui démoralisent, qui détruisent le lien social, à commencer par la France. Mes chers collègues, je voudrais vous rappeler, je vous en prie, que ce qui se joue sous nos yeux, c'est le maintien de la souveraineté des États à travers l'affirmation du projet européen. Faudra-t-il demain faire appel à la Chine, au Brésil, où trouvons-nous enfin même la force de résister en nous-mêmes et de nous relever, comme ça doit être le cas pour la France dès 2012. Relever la France, refuser la fatalité. Oui, redonner confiance d'abord au peuple français, mais aux Européens. Et je voudrais vous citer un autre grand Européen. Si les Européens ne prennent pas en main leur propre destin, qui le fera? Le Japon? La Chine? Le Nigeria? Le Brésil? Le Texas? Enfin, je ne sais qui. Si vous ne décidez pas vous-même de votre sort, quelqu'un s'en chargera, soyez-en sûrs. Mais qui disait donc cela? C'était François Mitterrand, un homme, grand homme d'État, grand Européen, à la fin de sa carrière et de sa vie. Alors, qui a remplacé les grands hommes de l'histoire et de l'Europe? Les grands chanceliers comme Helmut Kohl et François Mitterrand, président de la République. Il nous faut les trouver et nous avons la possibilité d'engager en 2012 un nouveau cycle d'espoir pour l'Europe. Eh bien, c'est l'alternance. C'est le combat que nous menons avec François Hollande. Et moi, j'ai confiance dans les capacités de la France. Et je ne suis pas de ceux qui démissionnent et qui se résignent, Monsieur le Premier ministre.
après avoir sonné le tocsin en 2007 en disant que la France était en faillite, vous avez pris la responsabilité d'aggraver la situation de la France, d'affaiblir la France. Et nous prenons l'engagement et nous relevons le défi de relever la France et de relever l'Europe. Pour le groupe UMP.